On parle souvent d'art subversif comme d'un art qui dérange l'ordre établi, qui bouscule les normes dominantes, qui met en crise les évidences culturelles. Mais il arrive aussi que le mot subversif soit utilisé comme un simple label, un vernis, une posture, quelque chose qu'on revendique, non pas pour remettre en question un système, mais pour se protéger de toute critique. Aujourd'hui, je vais revenir calmement sur une polémique récente, non pas pour l'alimenter, mais pour l'analyser. Cette polémique concerne une affiche, un artiste, et surtout une idée très précise de la liberté artistique. La convention Trolls et légendes a dévoilé son affiche 2026. On y voit Eleinea, la succube issue des chroniques de la Lune Noire. L'illustration reprend presque à l'identique une version réalisée par Olivier Ledroit au début des années 2000. La seule différence notable est l'ajout d'un cache-téton sur le sein droit. Pour le reste, l'image est assez fidèle à cette version, encore extrêmement dénudée, une armure partielle qui couvre un bras, les côtes et une partie du torse, un bas réduit à une ficelle en maille, et surtout une apparente jeunesse. Beaucoup ont parlé d'hypersexualisation. D'autres ont immédiatement balayé la critique. Mais avant de répondre à cette critique, il faut poser un fait simple. Cette succube n'a pas été représentée ainsi dans toutes les versions de la saga. D'autres illustrateurs l'ont dessinée, plus âgée, plus couverte, plus imposante, plus explicitement adulte. Ces versions existent, elles sont connues, elles sont officielles et documentées. Et pourtant, ce sont précisément ces versions qui sont absentes du discours justificatif. Pour légitimer cette image, un mot revient sans cesse, l'hommage. Un hommage à François Marcella Frodevoile, co-créateur et scénariste des Chroniques de la Lune Noire. Mais un hommage n'est jamais neutre, c'est un choix. Choisir cette version précise, issue d'un contexte culturel donné, produite par un artiste donné, plutôt qu'une autre, ce n'est pas un automatisme, c'est une décision. Présenter ce choix comme une évidence, comme une fidélité indiscutable à l'œuvre d'origine, revient à effacer volontairement la pluralité des représentations. Ce n'est pas rendre hommage à une œuvre, c'est sanctuariser une esthétique particulière. Et ce choix est en train de coûter d'ailleurs énormément au festival, puisque nombre d'illustratrices se sont déjà positionnées sur ce sujet. Face aux critiques, la réponse est rapide et bien connue, la liberté artistique. La liberté artistique est invoquée pour clore les discussions, non pour l'ouvrir. Or, cette liberté artistique a déjà été mobilisée par Olivier Ledroit dans un autre contexte. Son relais public d'un soutien à Bastien Vivès lors des controverses judiciaires autour de certaines de ses œuvres. Dans ces débats, la liberté artistique sert de principe absolu qui dispense de toute interrogation sur les effets sociaux, culturels ou symboliques des images produites. La liberté artistique devient alors un bouclier rhétorique. Elle n'est plus un espace de responsabilité, elle est un moyen d'éviter toute remise en question. La question ne concerne pas uniquement une image ou un artiste, elle concerne aussi l'écosystème éditorial dans lequel ces œuvres circulent. Bastien Vivès a été édité par Glénat après avoir été refusé ailleurs, dans un cadre juridique pourtant très explicite. La loi interdit la fixation et la diffusion d'images pédopornographiques, y compris lorsqu'elles sont revendiquées comme artistiques, y compris pour des éléments de fiction. Glénat est aujourd'hui aussi la maison d'édition dont la réputation est régulièrement interrogée, car elle a également publié Stéphane Bourgoin, oui, l'homme qui a fait croire qu'il était à l'origine de Mindhunter, et a publié une bande dessinée très critiquée pour son traitement de l'affaire Fournier, accusée de banalisation et de mise en scène problématique d'un crime réel. Dans ce catalogue, on retrouve également Olivier Ledroit. Il ne s'agit pas ici de parler de complot ni d'intention cachée, mais il serait malhonnête de faire comme si le contexte éditorial était neutre ou déconnecté des œuvres qu'il porte. Ce contexte dessine une ligne de tolérance, une acceptation répétée de productions qui flirtent avec des zones limites, dès lors qu'elles peuvent se revendiquer de l'art, de la transgression, de la provocation ou de la subversion. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat structurel. Olivier Ledroit est immédiatement défendu par des proches ou moins proches, des fans qui se revendiquent tantôt apolitiques, tantôt de tout bord politique, mais ce soutien reprenne très régulièrement des éléments de langage caractéristiques des discours d'extrême droite contemporains. La dénonciation de la censure, le rejet de la morale, les accusations de pudibonderie et la disqualification des critiques comme hystériques ou infantiles. Parmi ces soutiens, l'une de ses protégées affirme notamment que le caractère familial d'un événement ne change rien à la chose, que de toute façon les enfants ne sexualisent pas les corps, et que le problème réside uniquement dans le regard des adultes. Or, cette même personne a, par le passé, violemment critiqué une autre illustratrice pour avoir représenté un corps sous une chemise légèrement transparente lors d'un événement familial.
Même contexte, même type d'événement, mais réaction opposée, ce qu'on appelle un double standard extrêmement fréquent chez celles et ceux qui défendent la liberté d'expression, sauf quand elle ne vient pas de leur camp. Ce que révèle cette affaire, ce n'est pas une œuvre subversive, c'est une subversion confortable. Une subversion qui recycle des codes anciens. Une subversion qui ne remet jamais en cause les structures de pouvoir. Une subversion qui se pose en victime dès qu'elle est interrogée. La vraie subversion dérange le pouvoir. Ici, on dérange surtout celles et ceux qui demandent cohérence, responsabilité et lucidité. Alors pourquoi ai-je parlé d'une de ses protégées ? Parce qu'Olivier Ledroit n'est pas seulement un illustrateur. Il est aussi ce que l'on appelle aujourd'hui un autistic dad, fondateur d'une association de promotion d'artistes autistes, Asperger. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons donc de l'héritage persistant de Hans Asperger, la violence symbolique de cette terminologie et du danger que représentent certains récits parentaux pour la communauté neuroatypique elle-même. À très vite.